Je tiens ce papier dans mes mains depuis ce matin. Je l'ai lu 6 fois. Pas parce que je n'arrive pas à comprendre les mots sont très clairs, mais parce qu'une partie de moi espérait encore qu'une 7e lecture changerait quelque chose. Probabilité de paternité 0,00%. Le présumé père est exclu de la paternité biologique de l'enfant testé. Voilà, c'est écrit. Je pose le papier sur la table en plastique, à côté d'un bol de nouilles que je n'ai pas terminé, et je regarde le ventilateur au plafond tourner lentement dans cette chambre à 280 € par mois qui est tout ce que je peux me permettre. Je m'appelle Michel Forestier, j'ai 60 ans, et dans les 20 mois qui viennent de s'écouler, j'ai dépensé 78 740 € pour construire la vie d'une autre famille, financer la maison d'une autre famille, payer l'accouchement d'un enfant qui n'est pas le mien, et pleurer de joie dans une salle de clinique privée en tenant dans mes bras un garçon à qui j'avais donné mon prénom, mon fils, Théo Michel Forestier. Sauf que Théo n'est pas mon fils. Théo n'a jamais été mon fils. Il y a 4 mois, j'étais dans cette même ville, dans cette même chaleur, et je croyais que Dieu m'avait accordé une dernière chance. Aujourd'hui, je suis assis sur le bord d'un lit simple, dans une pension dont je n'aurais même pas pu imaginer l'existence il y a 3 ans, et je tourne en boucle sur la même question. Comment un homme qui a travaillé 31 ans, qui a mis de côté chaque centime avec la rigueur d'un comptable, qui connaissait les règles, qui avait regardé toutes les vidéos, qui savait exactement dans quel type de dynamique il s'engageait, comment cet homme-là a-t-il quand même tout perdu? Pas parce qu'il était ignorant, parce qu'il était désespéré. Et je vais vous expliquer exactement comment c'est arrivé, étape par étape, sans m'épargner, parce que si ce récit peut éviter à un seul d'entre vous de faire ce que j'ai fait, alors ces 78 000 € n'auront pas été perdus en pure absurdité. Restez avec moi. Thionville. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une ville qu'on visite, c'est une ville où on reste parce qu'on n'a jamais eu de raison de partir. 31 ans dans la même usine, les mêmes horaires décalés, les mêmes odeurs de métal chaud et d'huile de coupe qui s'incrustent dans les vêtements au point qu'on finit par ne plus les sentir. Je réglais des machines, je vérifiais des tolérances au centième de millimètre. Je formais des hommes plus jeunes que moi à ne pas faire d'erreurs. J'ai passé 3 décennies à mesurer ma valeur en termes de pièces conformes et d'heures supplémentaires acceptées sans rechigner. J'ai été marié 22 ans à Brigitte, une femme que j'avais connue au lycée, que j'avais aimée à ma façon maladroite et peu expressive, et avec qui j'ai fini par m'éteindre mutuellement, lentement, sans drame, sans trahison, juste par épuisement. On s'est séparés quand j'avais 49 ans. 2 enfants adultes, Lucas et Émilie, qui m'envoient des messages le jour de mon anniversaire et m'appellent à Noël avec la ponctualité des gens qui respectent leurs obligations sans y penser vraiment. Après le divorce, j'ai eu 2 tentatives. Une collègue pendant 14 mois, une femme rencontrée sur Internet qui n'a jamais existé au-delà d'une conversation, et puis plus rien. 11 années. Je n'avais pas partagé un repas préparé pour moi dans ma propre cuisine depuis plus d'1 décennie. À 58 ans, l'usine a rendu son tablier sous la forme d'une retraite officielle. Du jour au lendemain, la structure entière de mon existence, l'emploi du temps, les collègues, la fatigue utile, l'impression d'avoir une place dans quelque chose, a disparu. Je me suis retrouvé dans une maison trop grande pour moi, à regarder YouTube 6, 7, 8 heures par jour. Et c'est là que j'ai commencé à regarder ces vidéos sur les expatriés en Asie. Des hommes de mon âge, assis dans des restaurants colorés, souriants, entourés, visibles. Je ne me décrivais pas comme solitaire, je me décrivais comme invisible. Il y a une différence. La solitude, on peut la nommer et la gérer. L'invisibilité, elle,
vous ronge sans se présenter. J'ai vendu la maison 98 000 € à la conclusion du divorce. J'avais 168 000 € d'économie au total, une vie entière compressée dans un chiffre. Et quelque part dans ces 8 heures quotidiennes de vidéos, je me suis convaincu que Chiang Mai n'était pas un voyage, c'était une correction de trajectoire. C'était ma dernière chance de compter pour quelqu'un avant la fin. Je suis arrivé à Chiang Mai un dimanche de mars, avec une valise à roulettes, un dictionnaire de poche taille français que je n'ai jamais ouvert, et la certitude un peu ridicule d'un homme qui a regardé assez de vidéos pour se croire préparé. Je ne l'étais pas. Mais ce qui m'a frappé dès les premières semaines, ce n'était pas le dépaysement, c'était le contraire. Pour la première fois depuis des années, des gens me regardaient quand j'entrais quelque part. Pas parce que j'étais remarquable, parce que j'étais étranger, donc potentiellement utile, donc visible. Et à un homme qui avait passé 11 ans à disparaître dans son propre appartement, ça ressemblait dangereusement à de l'existence. C'est Édouard qui m'a introduit à Wanpen, un compatriote de Lyon, 65 ans, 4 ans de Chiang Mai dans les jambes, et cette façon qu'ont les expatriés anciens de vous accueillir comme si vous étiez leur propre rédemption. Il avait organisé un déjeuner dominical pour un groupe de connaissances thaïlandaises. Wanpen était là parce que sa tante louait l'appartement d'Édouard. Elle n'était pas là pour moi. Ce détail, je l'ai appris plus tard, et j'aurais dû le retenir. Mais j'ai passé ce déjeuner à lui poser des questions sur sa formation abandonnée, sur sa famille à Lamphun, sur ce qu'elle voulait faire de sa vie, avec la maladresse sincère d'un homme qui a oublié comment s'intéresser à quelqu'un sans que ça lui coûte un effort conscient. Elle m'a regardé comme si elle cherchait l'arnaque et ne la trouvait pas. On a échangé nos contacts Facebook avant la fin du repas. Ce qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas de grande offensive de séduction, pas de déclaration prématurée. Il y avait une constance douce et patiente qui m'a désarmé exactement parce qu'elle ne ressemblait pas à une stratégie. Elle m'envoyait un message le matin pour me demander si j'avais bien dormi. Elle me préparait du cao tom, une soupe de riz, quand j'avais mal à l'estomac. Elle m'a emmené voir sa mère à Lamphun au 3e mois, m'a présenté comme quelqu'un d'important, et j'ai regardé Mali me sourire avec cette chaleur simple et réelle des gens qui n'ont pas les moyens de faire semblant. Et quelque chose en moi s'est disloqué. En public, Wanpen me prenait la main sans gêne. Elle riait à mes anecdotes d'usine. Elle m'appelait Tirac et le disait avec une légèreté qui ne sonnait pas comme un mensonge. Et moi qui savais, qui avait regardé les vidéos, qui connaissais les statistiques et les mécanismes et les dynamiques, je me suis dit, celle-là est différente. Pas parce que j'avais des preuves, parce que j'avais tellement besoin que ce soit vrai, que j'avais, tranquillement, méthodiquement, rangé mon esprit critique dans un tiroir fermé à clé et posté la clé à Thionville. La solitude ne fait pas que souffrir, elle négocie. Et elle acceptera toujours le pire accord possible si cela signifie ne pas être seule pour une nuit de plus. Le pied de Mali. Voilà comment ça a commencé. Pas avec une demande directe, pas avec une manipulation calculée, mais avec une infection diabétique qui avait mal tourné et une facture de clinique privée de 1 900 € que Wanpen regardait en silence, comme si elle regardait une condamnation à mort. Je lui ai pris le papier des mains, je l'ai payé le lendemain matin, et je veux être honnête avec vous. Je n'ai pas eu l'impression de dépenser de l'argent. J'ai eu l'impression d'exister. Ce sentiment-là, cette sensation précise d'être nécessaire, d'être l'homme qui résout, d'être la raison pour laquelle quelqu'un peut dormir cette nuit, ça n'a pas de prix quand vous avez passé 11 ans à ne compter pour personne. Mon cerveau a enregistré 1 900 € comme étant la preuve d'une vraie relation. Et à partir de ce moment, chaque centime dépensé est devenu une confirmation. J'avais fusionné les 2 colonnes, je ne pouvais plus les séparer. 2 mois plus tard,
Wanpen m'a parlé de la maison. Pas comme d'une demande, comme d'un rêve énoncé à voix haute. Sa mère vivait dans une location précaire, les murs humides, le toit qui fuyait à chaque saison des pluies. Il y avait un terrain à Lamphun, petit, accessible, et un entrepreneur que l'oncle de la famille connaissait depuis des années. J'ai fait les calculs, j'ai demandé des devis, j'ai visité le terrain. Je me suis dit, ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans une vie commune. La construction coûtait 42 000 €, réglée en 3 versements. J'ai signé. Je me souviens encore de l'expression de Mali quand on lui a annoncé. Cette femme de 54 ans qui m'avait pris les 2 mains et murmuré quelque chose en thaï que je n'ai pas compris, mais dont j'ai choisi de croire que c'était de la gratitude. J'avais acheté ma place dans cette famille avec de la précision comptable, exactement comme j'avais abordé chaque projet de ma vie. En parallèle, 1 440 € pour les 2 semestres de fac de Crete. Je n'ai pas eu à réfléchir. Le gamin voulait faire des études. Refuser, ça aurait été quoi? De l'avarice? 13 500 € sur 18 mois de soutien mensuel. Courses, médicaments de Mali, factures, imprévus du quotidien. Les 750 € que je virais chaque mois avec la régularité d'un prélèvement automatique et la satisfaction d'un homme qui gère. 6 200 € en bijoux, téléphone, ordinateur pour Crete, cadeau et part. J'achetais de la constance. J'achetais la preuve que j'étais sérieux. Et puis la grossesse. Wanpen me l'a annoncé un soir de septembre dans un restaurant de Niman Road, les mains posées à plat sur la table, les yeux qui cherchaient ma réaction avant de laisser apparaître la sienne. J'ai pleuré. Là, dans le restaurant, devant elle, devant les tables voisines, sans me retenir. 8 500 € pour le suivi prénatal complet, les échographies, l'obstétricien privé et l'accouchement en clinique. Je les ai dépensés avec la conviction d'un homme qui finance l'avenir de sa propre lignée. Le total s'élevait à 73 540 € prélevés sur mes 168 000. Sur le papier, il me restait de quoi vivre. Dans ma tête, je n'avais rien dépensé. J'avais construit. C'est ça la gymnaste mentale que je pratiquais chaque soir avant de m'endormir. Transformer la saignée en fondation. C'est un téléphone, juste un téléphone avec une batterie déchargée. Je lui avais demandé le sien pour prendre une photo d'un coucher de soleil depuis la terrasse. Rien de plus banal, rien de plus anodin. J'ouvre l'appareil photo, la galerie s'affiche. Et là, en première image, la dernière photo enregistrée. Wanpen, souriante, tenant Théo contre elle, et à ses côtés un jeune Thaïlandais que je n'avais jamais vu, la vingtaine, torse nu, à l'aise, chez lui, debout dans le salon de la maison à Lamphun. Ma maison. Les 42 000 € de béton et de carrelage que j'avais réglés en 3 virements, avec la satisfaction d'un homme qui construit quelque chose de réel. La photo avait été prise 4 jours plus tôt, pendant que j'étais à Pai avec 2 amis expatriés. Je fixe l'écran. Je ne respire pas. Le ventilateur tourne au plafond. Théo est dans les bras du jeune homme, et le jeune homme sourit comme sourient des gens dans leur propre vie. Je pose le téléphone sur la table sans rien dire. Je sors. Je m'assieds sur les marches en béton devant la maison, et je regarde la rue jusqu'à ce que les motos deviennent floues. Le lendemain matin, je demande un test de paternité. Wanpen ne s'oppose pas, elle ne dit rien, elle ne pleure pas. 3 semaines plus tard, les résultats arrivent dans une enveloppe blanche que j'ouvre seul dans ma chambre d'hôtel. 0,00%. Je la retrouve le soir même. Je pose le papier entre nous sur la table. Elle le regarde. Elle hoche lentement la tête. Puis elle me dit, d'une voix posée et presque douce, qu'Artit est le père. Artit, l'ouvrier du bâtiment, le jeune homme de la photo, le garçon de son âge qu'elle aime depuis avant moi et après moi,
et pendant moi. Elle me dit qu'elle le savait depuis le début de la grossesse, mais qu'elle ne savait pas comment finir les choses. Elle me dit qu'elle tient à moi. Elle me dit que la maison appartient à sa mère. Elle me dit qu'elle est désolée. Pas de larmes, pas de supplications, pas de scènes, juste cette franchise chirurgicale d'une femme qui a soldé ses comptes intérieurs bien avant cette conversation et qui m'attend maintenant de l'autre côté. Et elle me demande, les mains posées à plat sur la table, exactement comme le soir où elle m'avait annoncé la grossesse dans ce restaurant de Niman Road, ce que je souhaitais faire. Voilà, c'était ça la fin. Pas un cri, pas une porte claquée. Juste une question pratique, posée par une femme de 29 ans qui a une maison, un fils, un homme de son âge et toute sa vie devant elle. L'arrangement avait pris fin. Elle le savait depuis bien plus longtemps que moi. Je n'ai pas perdu près de 80 000 € à cause d'une femme. Je les ai perdus à cause de la version de moi-même qui avait tellement besoin de redevenir père qu'il avait arrêté de poser des questions. Je reviens à cette chambre, au ventilateur, au bol de nouilles froides, au papier posé sur la table en plastique. Voilà le bilan, froid et séquentiel, parce que c'est tout ce qu'il mérite d'être. 42 000 € pour une maison qui appartient à la mère d'une femme que je ne reverrai probablement jamais. 13 500 € de soutien mensuel versé avec la régularité d'un prélèvement automatique et la satisfaction d'un homme qui gère. 8 500 € pour mettre au monde un enfant qui n'est pas le mien. 5 200 € pour sa convalescence et son berceau. 1 900 € pour le pied de Mali. 1 440 € pour les études de Crit. 6 200 € en bijoux, téléphones, cadeaux épars, les preuves matérielles que j'étais sérieux. 78 740 €. Pas volé, donné, avec méthode, avec conviction, avec la même discipline que j'avais appliquée à 31 ans de pièces conformes et d'heures supplémentaires. Il me reste 89 260 € et une pension de 1 350 € par mois, et j'ai 60 ans, et je n'ai nulle part où aller. Ce que j'ai appris, et je vous le dis les yeux dans les yeux, sans me ménager, c'est que la solitude ne fait pas que souffrir. Elle négocie, et elle acceptera toujours le pire accord possible, si cela signifie ne pas être seule pour une nuit de plus. Je n'ai pas perdu près de 80 000 € à cause d'une femme. Je les ai perdus à cause de la version de moi-même qui avait tellement besoin de redevenir père qu'il a arrêté de poser des questions. Et la partie la plus triste, pas l'argent, pas la maison, pas même le prénom que j'avais choisi, la partie la plus triste, c'est que j'ai été sincèrement heureux pendant 4 mois. Et je ne sais plus aujourd'hui si ce bonheur était réel ou si je l'ai acheté comme tout le reste. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis un appartement vide, depuis une retraite que personne ne partage avec vous, depuis un endroit où vous commencez à calculer combien il vous reste pour tout recommencer ailleurs, je vous demande une chose. Apprenez à vivre avec votre solitude sans la laisser prendre des décisions financières à votre place. Parce que l'alternative coûte 78 000 € et 3 ans de vie. Si ce récit vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous, pas pour moi, mais pour ne pas oublier ce que ça coûte de confondre être nécessaire avec être aimé.